Bien, nous sommes toujours dans le chapitre 1 et nous allons à présent poser pour une toute première fois le concept de résistance électrique. Pour introduire ce concept important, nous allons encore une fois convoquer l'analogie avec un circuit hydraulique parce que le circuit hydraulique nous est familier, c'est un circuit de la vie quotidienne. L'eau sanitaire que nous utilisons à la maison, c'est bien un circuit hydraulique et donc il est plus facile de se référer à ces phénomènes parce qu'ils font vraiment partie de notre vie courante et nous avons une culture assez claire de ce que c'est qu'un circuit hydraulique. Donc un réservoir d'altitude élevée, un réservoir d'altitude basse qu'on peut noter à altitude h égale 0 qui va être la référence d'altitude, et puis pour fermer le circuit, une pompe, puisque par gravité, les particules de fluide s'écoulent spontanément des altitudes élevées vers les altitudes faibles, et pour fermer le circuit, il faut une pompe pour contrecarrer le mouvement qui est lié à la gravité. Nous allons nous intéresser donc à une conduite, un tuyau de PVC typiquement, en fait, comme nous plaçons verticalement, de longueur L, toutes les autres conduites sont placées horizontalement, et on va noter grand S la section droite supposée circulaire de cette conduite, de ce tuyau de PVC, S en mètres carrés, et nous définissons dans ce contexte le débit massique comme étant delta M sur delta T, c'est des kilogrammes par seconde qui traverse une section du tuyau. Et ça, bien sûr, dans ce contexte hydraulique, c'est bien sûr l'équivalent fluide du courant électrique I qui est égal à delta Q sur delta T. Dans un contexte hydraulique, il n'est pas question de charge électrique a priori. Mais pour corser un peu l'affaire et pour décrire proprement ce que c'est que la résistance électrique, on va aussi faire l'hypothèse que dans ce tuyau de PVC, dans cette conduite de PVC, nous avons placé en fait un matériau granulaire. Un matériau granulaire, comme son nom l'indique, c'est de la matière qui est constituée de grains, plus ou moins fins. Et typiquement, ça peut être du sable, ça peut être du gravier. Et la principale caractéristique physique de ce matériau granulaire, en l'occurrence, on peut comprendre aisément, ça va être bien sûr la taille moyenne, la taille statistique du grain. Alors pour le sable, ça peut aller de quelques microns pour des sables fins, jusqu'à quelques millimètres, voire même plusieurs centimètres s'il s'agit d'un gravier grossier. Et déjà, intuitivement, on comprend que le fluide va s'écouler plus ou moins facilement selon la qualité du matériau granulaire, c'est-à-dire selon la granulométrie, la taille moyenne du grain. Alors de quoi dépend ce débit massique dans ce contexte-là? Alors le débit massique, il va dépendre assez clairement du dénivelé, de la différence d'altitude entre les deux réservoirs. En l'occurrence ici, c'est L, ou delta H, mais qui se confond avec L, la longueur de notre tuyau, puisque c'est le seul tuyau qui a un dénivelé. Les autres sont horizontaux. Donc ici, L va être un paramètre important pour fixer le débit fluide. S va aussi compter, puisque c'est clair que plus le tuyau est de section importante, plus l'eau va s'écouler facilement. Et bien sûr, nous l'avons déjà évoqué, le débit massique va dépendre aussi pour beaucoup de la nature du matériau, c'est-à-dire de la granulométrie, de la taille moyenne du grain. On peut comprendre que si le grain est très 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 fin, l'eau va s'écouler plus difficilement que si le grain est grossier. Alors maintenant, nous allons pouvoir regarder, après cette analogie hydraulique, sans qu'on ait écrit la moindre équation, c'est juste pour avoir une idée qualitative de quoi va dépendre le débit massique, nous pouvons à présent regarder l'équivalent électrique de ce circuit hydraulique. Alors pour le coup, bien sûr, il n'est plus question de gravité, ce qui met en mouvement les charges, qui vont, entre guillemets, s'écouler spontanément, c'est une différence de potentiel, qu'on note delta V. Et je rappelle, c'est important, que les charges positives, c'est comme des particules d'eau, elles vont s'écouler spontanément, je dis bien les charges positives,
vont s'écouler spontanément des potentiels élevés vers les potentiels faibles. Et si on veut fermer le circuit électrique, il sera nécessaire de mettre une source de tension qui va être l'équivalent électrique de notre pompe hydraulique de tout à l'heure, qui va contrecarrer le mouvement naturel des charges d'aller des potentiels élevés vers les potentiels faibles. Et on va noter la résistance, noter R, le rapport R égale delta V sur I, parce que c'est clair que si, pour un delta V donné, on obtient un courant électrique très petit, ça veut dire que la résistance est élevée, le conducteur s'oppose au passage du courant. Si I est très grand, la résistance va être faible, d'où R égale à delta V sur I, qu'on peut réécrire évidemment, delta V est égal à R fois I. Donc ça, c'est une formule évidemment qu'il s'agit de retenir, parce que, bon, en même temps, elle est facile à retenir, parce qu'elle va être omniprésente dans tout le cours de circuit électrique que nous sommes en train de suivre ensemble. Et la question maintenant, c'est électriquement, de quoi dépend cette résistance R. Alors, le conducteur qui a été représenté là en haut de la page, donc on suppose aussi qu'il est de section cylindrique, circulaire, donc S. La résistance va dépendre de la longueur du fil du conducteur. Si L est grand, la résistance est d'autant plus grande. Si R est faible, la résistance est d'autant plus faible. Il est raisonnable de penser que la résistance est proportionnelle à L. Il est raisonnable, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec le circuit hydraulique, aussi d'écrire que R est inversement proportionnel à S, la section du conducteur. Plus cette section est grande, plus la résistance est faible. Et enfin, il est très raisonnable aussi de penser que cette résistance va dépendre de la nature du matériau conducteur. Il y a des matériaux qui sont très bons conducteurs, tous les métaux sont bons conducteurs, mais encore y a-t-il une différence entre les différents métaux. Et le coefficient qui est spécifique du matériau indépendamment des paramètres géométriques du conducteur, on l'appelle résistivité et on note ρ. Alors attention à ne pas confondre avec la masse volumique. Ici, ρ vaut pour la résistivité. Et si on regarde cette formule, R est égal à ρ fois L sur S, on a donc la formule qui donne la résistance d'un câble électrique de longueur L et de section S, qui est fait d'un matériau de résistivité ρ. Alors, l'unité de la résistance, c'est l'ohm, ohm, du nom d'un physicien qui a fait des travaux importants sur ce domaine. Et un ohm, par définition, c'est 1 volt par ampère, mais l'ohm est l'unité du système international. Et les conducteurs qui sont faits avec des métaux, bien sûr, vont avoir des résistances faibles, mais l'ohm peut valoir de quelques dixièmes d'ohm jusqu'à plusieurs méga-ohms. La résistivité ρ est égale à R fois S sur L. Si on fait une analyse dimensionnelle, on obtient l'unité de la résistivité, c'est des ohms fois mètre. Des ohms fois mètre. Donc R en ohms, S en mètre carré, L en mètre, ça donne des ohms fois mètre. Et si on regarde quelques valeurs, disons classiques, pour des métaux usuels, on a ici un tableau qui va vous donner des valeurs, disons, classiques. Alors, comme les métaux sont bons conducteurs, les résistivités sont faibles, en 10 puissance moins 8. Vous voyez que l'argent, c'est pratiquement le meilleur conducteur, suivi du cuivre. Le mercure est plutôt piètre conducteur pour un métal. Enfin, pour finir ce paragraphe, mais on va juste mentionner très rapidement comment la résistivité d'un matériau dépend de la température. La température, c'est fondamental. Tout dépend de la température en physique, pratiquement, y compris la résistivité des matériaux. On va juste mentionner, mais jamais l'utiliser, c'est vraiment très accessoire. On va mentionner qu'en première approximation, j'insiste, ça veut dire que c'est aussi une relation approximative, la résistivité dépend de la température, moyennant une loi linéaire,
Rho de t est égal à rho 0, facteur de 1 plus alpha, facteur de t moins t0. Et on peut juste mentionner le fait que alpha, le fameux coefficient de température, en fait, eh bien, moyennant des phénomènes physiques relativement assez compliqués, alpha peut être positif ou négatif. Pour les métaux, la résistivité croît avec la température, auquel cas alpha est positif. Ça permet de faire des sondes de température avec un coefficient thermique positif pour les métaux. Mais par exemple, pour les semi-conducteurs, alpha sera négatif. La résistivité des semi-conducteurs va plutôt baisser avec la température. Mais c'est vraiment très accessoire dans ce cours-là, donc on ne va pas l'évoquer plus que ça. Mais il fallait quand même le mentionner pour la question culturelle.